Certitude, cet auteur romain pour qui le prix le plus élevé avait été offert. Pour la découverte de manuscrits des anciens classiques, qui, lorsqu'il était longtemps recherché et non trouvé, étaient généralement d'une récompense trop tentante, qui était une fortune forgée par un écrivain latin sans scrupules. Une petite bande d'hommes vivait à Rome. Tous étaient célèbres pour leur capacité. Baggio Bracciolini possédait le pouvoir plastique qui rend le faussaire chevauchant dans une grande variété de styles et de manières. La chronologie scaligérienne de Rome est en effet construite sur une base des plus fragiles. Le scénario historique des moines conservant les textes dans des bibliothèques gardées et le processus de transcription manuscrite et de copie sur parchemin suffit à rendre suspect. Au minimum, des informations auraient pu et auraient été perdues lors de la traduction et de la transcription. Un problème plus vaste est l'idéologie de la religion. Un ordre religieux préserverait-il vraiment l'histoire de l'ancien monde païen avec fidélité et impartialité? Les scriptoriums mettent en évidence le manque de fiabilité qui caractérise l'histoire manuscrite de l'Europe pré-Renaissance. Mais les mots de Jean Ardois, John Wilson Ross et Anatoly Fomenko amènent ce manque de fiabilité dans le domaine du complot en introduisant un concept de contrefaçon de masse. Les chercheurs ont beaucoup écrit sur la question de la contrefaçon littéraire. Certains des exemples les plus célèbres sont la tristement célèbre lettre du prêtre Jean et la donation de Constantin. Et non seulement ces contrefaçons ont été acceptées par la société contemporaine comme légitimes, mais elles ont également changé le cours de l'histoire. Car un mensonge est comme une graine. Comme l'écrit Umberto Eco à propos de la donation, sans ce document, sans une profonde croyance en son authenticité, l'histoire européenne aurait suivi un cours différent. Pas de conflit sur les investitures, pas de lutte mortelle pour le Saint-Empire romain, pas de pouvoir temporel des papes, pas de gifle à Agnani et aussi pas de chapelle Sixtine. La donation de Constantin a été largement copiée et traduite à la main sur parchemin au Moyen Âge. Il est surprenant de constater à quel point il a pu être facile pour les moines et d'autres personnes de falsifier des documents manuscrits et de les attribuer à des dates antérieures dans la chronologie historique, que les scriptoriums monastiques ont peut-être fonctionné comme des forges pour produire des contrefaçons de masse. Le monde que Boccio Bracciolini et ses associés, les chasseurs de livres, habitaient était celui d'une nouvelle ère en plein essor et de ce qu'on a appelé plus tard la Renaissance. Les humanistes se débarrassaient des chaînes de ce qui était alors perçu comme l'âge des ténèbres de leur passé religieux immédiat et se tournaient vers leur histoire plus ancienne avec émerveillement et le désir d'un monde perdu. Un monde perdu qu'ils croyaient être plus avancé technologiquement et socialement que leur monde actuel. Et à condition que Loric Terrop et d'autres aient raison de dire qu'une bonne partie des manuscrits documentant l'histoire ancienne ont été fabriqués à la Renaissance, alors la question demeure. Pourquoi? Cette bande d'humanistes, dans leur désir d'une civilisation perdue, a-t-elle simplement laissé leur imagination prendre le dessus? Ou étaient-ils simplement des individus avides et en quête de fortune? Car, comme Ross et la correspondance de l'époque nous le disent, il y avait une récompense tentante qui était une fortune offerte par l'élite de la société pour retrouver des manuscrits perdus. Mais alors que la fantaisie et la cupidité, et sans parler de la célébrité, auraient certainement poussé les chasseurs de livres, quand on regarde de plus près la vie de Boccio Bracciolini, quelque chose de plus grand et de plus inquiétant fait surface. Boccio n'était pas seulement un érudit avide d'histoires perdues. Tout au long de sa vie, il a côtoyé les échelons supérieurs de la société. Il avait servi 7 papes à travers son rôle de secrétaire apostolique. Et non seulement cela, mais il était également d'excellents amis et recevait le patronage de la famille Médicis, l'une des familles bancaires les plus puissantes de l'histoire. Et en regardant tous les humanistes, de Pétrarque et Boccace à Boccio lui-même, ils étaient tous entrelacés avec des nobles d'ultra-élite, comme les Orsini ou les Médicis. Ce sont les mêmes Médicis qui ont produit 4 papes, d'innombrables ducs, et dont la lignée a fini par traverser diverses familles royales d'Espagne, de France et de Grande-Bretagne. Boccio était, comme l'écrit William Meehan, le principal éclaireur de livres de comme Médicis. L'implication de Médicis dans la Book Hunters Enterprise a dépassé le maigre financement. Ils finançaient tous leurs voyages.
Il employa d'innombrables copistes pour transcrire les manuscrits et fonda la première bibliothèque publique de Florence, spécialisée dans les textes de l'Antiquité et du mouvement humaniste. La grande chose avec lui et ses compagnons était, quand ils ne pouvaient pas trouver, de forger. Tout ce qu'ils avaient à déterminer était simplement quel ancien romain était particulièrement recherché et rapporterait le prix le plus élevé. Et comme la troupe était composée d'hommes de génie, de goûts ou de facultés différentes, poétiques, historiques ou narratives, philosophiques, grammaticales ou critiques, et scientifiques ou mathématiques, si la récompense était suffisamment munificente pour payer le temps et le travail, un travail très apprécié qui était recherché, quel que soit le département de littérature auquel il appartenait, était sûr de se présenter. Tôt ou tard, et si l'homme qui devait forger n'était pas d'humeur à s'inspirer de l'entreprise, un autre écrivain fabriqué était proposé. Pour Ardois, Ross, Fomenko et d'autres, les signes immédiats et évidents de falsification massive de textes pré-Renaissance sont les parallèles entre les événements documentés dans ces textes avec les événements contemporains de la fin du Moyen Âge et la Renaissance elle-même. Ils mettent également tous en évidence les irrégularités en ce qui concerne le latin et le grec dans lesquels ils ont été écrits. C'est dans la langue française que nous voyons les plus grands changements au cours de 500 ans. Mais chez les pères et les historiens grecs, il n'y a pas le moindre vestige d'un changement de langue pendant une prétendue période d'un 500 ans. Tous utilisent le même dialecte et la même syntaxe. Dans son enquête sur la falsification potentielle par Poggio des Annales de Tacite, un ouvrage clé pour notre compréhension moderne de l'histoire de l'Empire romain, Ross présente une multitude d'arguments, notamment d'innombrables erreurs et particularités liées à sa composition littéraire et à son latin. Comment diverses pièces de monnaie et monuments contredisent directement le récit. Erreur géographique. Ressemblance avec la propre écriture de Poggio. Les anomalies entre les annales et les autres textes anciens. Comme l'affirme Ross, l'auteur des annales en savait plus sur les personnalités éminentes de Rome que leurs distingués compatriotes contemporains. Et enfin, les références anachroniques à l'époque de Poggio et les parallèles entre les récits de l'histoire et les 1400. Tout comme Ardois et Fomenko, Ross note que des tas de passages dans les annales se lisent comme des incidents au XVe siècle. Et Ross n'était pas seul dans son cynisme. Même le satiriste français Voltaire soupçonnait que les annales étaient un faux. Pour Ross, cependant, Ardois est extrême dans sa désignation de presque tous les textes antérieurs à la Renaissance comme des faux. Personne aujourd'hui ne considère ce qu'il a dit des monuments littéraires de l'Antiquité dignes de la moindre attention. Et c'est parce qu'Ardois soutenait que toute l'Antiquité a été forgée et fabriquée pour discréditer la vérité de l'Église catholique. La critique de Ross à l'égard d'Ardois se serait sans doute étendue à Fomenko également dans sa tentative nationaliste de discréditer tous les textes pré-Renaissance et de revendiquer une énorme dissimulation d'un vaste empire russe unifié. Pour Ross, la tromperie est plus délicate et plus nuancée. Il reconnaît qu'il est probable que de nombreux textes grecs de l'Antiquité soient réels et que c'est à partir d'eux que les Latins, l'histoire des Romains, ont été inventés. Il est d'accord avec Ardois lorsqu'il déclare que l'on est presque enclin à attribuer au père Ardois le mérite d'avoir tout à fait raison lorsqu'il a exprimé sa conviction que peut-être pas plus de 2 ou 3 des anciens classiques latins ont été réellement écrits par les anciens romains. Et c'est là le génie de l'opération de contrefaçon et comment elle a réussi en premier lieu parce que la vérité et les mensonges, le vrai et le faux se mélangent ensuite.